Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un cours concernant les plaies de la main. Elles représentent une particularité importante pour les atteintes aussi bien tendineuses, les tendons fléchisseurs et les tendons extenseurs, mais aussi va concerner aussi les lésions vasculaires et nerveuses, sans oublier les atteintes osseuses. Donc les plaies de la main, l'objectif pour les étudiants, c'est de pouvoir examiner une plaie de la main, d'identifier les différentes structures tendineuses, vasculo-nerveuses et de diagnostiquer une lésion tendineuse, surtout parce qu'il y a un risque de passer à côté de certaines lésions, et comment prendre en charge une plaie de la main. Alors, les plaies de la main se définissent comme une effraction de la barrière cutanée par un agent vulnérant, que ça soit un agent contendant comme un couteau ou surtout les plaies par bris de verre qui représentent un agent qui est fréquemment rencontré et qui entraîne des lésions et des dégâts importants. Ce sont des lésions qui sont fréquentes, qui représentent un certain polymorphisme vu les différentes structures anatomiques concernant la main, et ce sont des lésions qui sont graves, qui peuvent retentir sur le pronostic fonctionnel. Ils représentent une urgence diagnostique, mais aussi thérapeutique, avec des complications graves, pouvant aller jusqu'à la raideur articulaire et retentissant sur la fonction de la main. Le diagnostic, il est essentiellement clinique et confirmé par l'exploration chirurgicale qui va confirmer la lésion de l'organe noble. Le traitement, il est chirurgical, permettant une réparation tendineuse, mais aussi quand il s'agit de fractures, donc une réparation tout en un temps avec une mobilisation précoce pour éviter les complications, notamment les raideurs articulaires. La rééducation est un volet prépondérant dans la prise en charge de ces lésions, et bien sûr la prévention reste le traitement de ces lésions. La main représente un organe assez important pour la personne, donc c'est un organe de la prévention, de la communication, mais aussi de la sensibilité. Elle peut remplacer les yeux et la parole. Elle est caractérisée bien sûr par des structures anatomiques importantes, notamment les tendons extenseurs et fléchisseurs, la vascularisation bien sûr, et ainsi que l'innervation. Et bien sûr, donc, les connaissances anatomiques sont très importantes pour pouvoir traiter ces lésions. Elles représentent bien sûr, elle est constituée par des muscles intrinsèques, mais aussi des muscles extrinsèques, et un squelette osseux qui représente bien sûr la base de l'anatomie de la main. Donc la face palmaire est représentée par une peau qui est assez glabre, qui est beaucoup plus résistante que la face dorsale. Il y a des structures tendineuses, donc parmi les muscles extrinsèques, ce sont les tendons fléchisseurs au niveau de la face palmaire, donc les fléchisseurs superficiels qui vont se terminer par deux bandelettes au niveau de la base de la deuxième phalange, et les fléchisseurs profonds qui vont traverser ces deux bandelettes et qui vont aller se terminer au niveau de la base de la troisième phalange. Nous avons aussi pour les fléchisseurs profonds la présence des muscles lombricaux qui vont permettre de reconnaître un peu le tendon fléchisseur profond par rapport au superficiel au niveau de la paume de la main, et qui vont avoir des insertions au niveau de l'articulation métacarpophalangienne et surtout au niveau de la base de la première phalange. Nous avons aussi les muscles intrinsèques qui représentent les muscles de la loge ténare concernant le pouce et la loge hypoténare concernant le cinquième doigt, ainsi que le muscle interosseux, dorsaux et palmaire qui vont jouer un rôle
dans l'écartement et le rapprochement des doigts. Nous avons aussi le tendon lent fléchisseur du pouce qui traverse les muscles courts fléchisseurs au niveau de la loge thénard. Et donc voilà, donc ce sont les muscles qui constituent la face palmaire, dont il faut avoir une connaissance aussi bien dans l'anatomie mais aussi dans la fonction. Notamment pour le fléchisseur profond, il permet la flexion de la troisième phalange sur la deuxième phalange, et le fléchisseur superficiel, il permet la flexion de la deuxième phalange sur la première phalange. Les interosseux, ils permettent l'écartement, rapprochement des doigts, mais aussi la flexion de la métacarpo-phalangienne. Donc voilà une illustration des muscles hypothénars et les muscles interosseux. Les tendons fléchisseurs, ils vont avoir donc une anatomie particulière. C'est le tendon, le fléchisseur superficiel, le tendon perforé, et le tendon profond, c'est le tendon perforant. Ils vont être entourés par des gaines synoviales, et ces gaines, elles vont se répartir pour le tendon long fléchisseur du pouce ou le flexor pollicis longus, la gaine digitocarpienne, parce qu'elle va au-delà donc du poignet. Pour le cinquième doigt aussi, nous avons une gaine digitocarpienne. Et donc, il faudra faire attention quand il y a de l'infection. Il faut avoir dans l'esprit que toute infection au niveau du pouce, elle peut se propager jusqu'au niveau du poignet, voire l'avant-bras. Pour le deuxième, troisième et le quatrième doigt, nous avons des gaines digitales qui vont se terminer en regard et à hauteur de la tête, des têtes métacarpiennes. Ces tendons, ils vont être retenus contre l'os par des poulies. Ces poulies, ils permettent de renforcer la gaine digitale, et ils vont maintenir les tendons au contact des structures osseuses. Nous avons les gaines annulaires A1, A2, A3 et A4 et A5, et les gaines cruciformes C1, C2, C3, C4 et donc les plus importantes donc de ces poulies, ce sont la poulie A2 et la poulie A4, dont il faudra réparer quand il y a des lésions des tendons fléchisseurs pour éviter la position en port de d'arc, en corde d'arc lors des mouvements de flexion des doigts. Donc il faut retenir que la poulie A2 et la poulie A4 sont des poulies importantes qu'il faudra absolument réparer en cas de lésion tendineuse. Alors, selon la classification de la Fédération internationale, nous avons défini donc des zones pour les tendons fléchisseurs. Donc, ça permet aussi d'abréger la discussion, le discours entre les médecins, et donc de donner un pronostic pour les lésions tendineuses. Alors pour la zone 1, elle est limitée entre la base de la troisième phalange et la base de la deuxième phalange. Cette zone, nous avons que le tendon fléchisseur profond. Pour la zone 2, c'est entre la base de la deuxième phalange et au niveau du pli palmaire distal. C'est la zone de No Man's Land, c'est là où nous avons les deux tendons fléchisseurs. Donc au début le fléchisseur superficiel est en haut, et lorsqu'il traverse la bifurcation des bandelettes, il va se positionner en avant, et donc c'est là où les lésions, la réparation tendineuse est plus délicate. Pour la zone 3, c'est au niveau de la paume de la main, la zone 4, c'est au niveau du canal carpien, et la zone 5, c'est au-delà. Pour le pouce, nous avons la classification donc selon T1,
Si on regarde l'articulation interphalangienne, T2 c'est à la hauteur de la première phalange et T3 c'est au niveau de l'éminence ténare. L'innervation des doigts, donc elle va se faire à partir du nerf médion et ses branches collatérales. Il faut savoir que pour chaque doigt, nous avons deux branches, une branche collatérale radiale et une branche collatérale ulnaire. Et donc, du côté ulnaire, le cinquième doigt va avoir les branches issues du nerf ulnaire. Et donc, pour la sensibilité du cinquième doigt, c'est exclusivement le nerf ulnaire. Pour le quatrième doigt, nous avons le côté ulnaire, il est innervé par une branche collatérale du nerf ulnaire et du côté radial par la branche collatérale du nerf radial. Donc c'est important à connaître pour pouvoir réparer les tendons. Et bien sûr, l'examen initial sur la sensibilité est important. Il va nous orienter vers la branche collatérale atteinte. Bien sûr, quand il y a une lésion nerveuse, obligatoirement, on va avoir des lésions artérielles et veineuses parce qu'ils circulent au niveau du même côté. Alors, concernant la face dorsale, nous avons une peau qui est assez fine et les tendons extenseurs sont apparents en sous-cutané. Nous avons une bonne vascularisation et une bonne innervation au niveau dorsal. Les branches sensitives essentiellement du nerf radial, du côté radial, et la branche ulnaire, la branche sensitive ulnaire du côté ulnaire, notamment du cinquième doigt et du bord radial du quatrième doigt. Les différents tendons, bien sûr, nous avons pour le pouce, nous avons le tendon long extenseur du pouce, nous avons le court extenseur du pouce et long abducteur du pouce. Bien sûr, selon la nomenclature internationale, nous avons le tendon, l'extensor pollicis longus, l'extensor pollicis brevis et l'abductor pollicis longus. Pour les tendons extenseurs communs, pour le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième doigt, il faut savoir que pour le deuxième et le cinquième doigt, nous avons un tendon propre. Donc en plus du tendon commun, il y a le tendon propre pour l'index et le cinquième doigt. Et bien sûr, sans oublier le tendon cubital postérieur qui va se terminer au niveau de la base du cinquième doigt. Ainsi que les tendons radiaux, le premier et le deuxième radial, qui se terminent au niveau de la base du deuxième et troisième doigt. Donc, ces tendons extenseurs vont être répartis au niveau de la face dorsale et ils vont être retenus entre eux par des bandelettes interdigitales qui vont retenir le tendon. La gaine des tendons extenseurs, elle est pratiquement au niveau de la face dorsale, en regard des métacarpiens et au niveau du poignet. La terminaison des tendons extenseurs, ou surtout l'appareil extenseur, c'est au niveau de la face dorsale. Le tendon extenseur va se diviser en trois bandelettes. Une bandelette médiale, qui va se terminer au niveau de la base de la deuxième phalange, et deux bandelettes latérales qui vont s'espacer et puis se réunir au niveau de la base de la troisième phalange. Et donc, nous allons voir tout à l'heure les différentes lésions. Elles vont donner des déformations particulières pour l'une ou l'autre terminaison tendineuse. Concernant les muscles lombricaux et les muscles interosseux, ils ont des terminaisons au niveau de la base de la première phalange et ils vont jouer un rôle dans la flexion de la métacarpophalangienne et l'extension de l'interphalangienne proximale. Donc voilà un schéma illustrant la terminaison des tendons extenseurs et des tendons fléchisseurs. La tabatière anatomique, bien sûr, c'est une région qui est assez particulière au niveau de la main.
Elle est délimitée entre l'extensor pollicis longus et en dehors et en dedans, et l'abductor pollicis longus et l'extensor pollicis extensor pollicis brevis en dedans. Donc, ce sont les tendons qui vont délimiter la face, la tabatière anatomique. Cette tabatière anatomique, au fond, nous avons le scaphoïde. Elle va être traversée par une branche sensitive du nerf radial, par l'artère radiale, et elle va aussi être traversée par le tendon du premier radial. Selon la Fédération internationale, les zones de la face dorsale de la main, des extenseurs, nous avons les articulations, elles sont impaires. Donc la zone 1, c'est l'interphalangienne distale. La zone 2, c'est la deuxième phalange. La zone 3, c'est l'interphalangienne proximale. La zone 4, c'est la première phalange. La zone 5, c'est l'articulation métacarpophalangienne. La zone 6, ce sont les métacarpiens. La zone 7, ce sont l'articulation carpométacarpienne et les os du carpe. Et la zone 8, c'est la face dorsale de l'avant-bras. La cicatrisation tendineuse, elle se fait de deux façons. Donc nous avons une cicatrisation intrinsèque qui passe par les vincula et qui va en nécessiter une suture étanche, alors que la cicatrisation extrinsèque, elle passe par les gaines tendineuses. Et donc, elle va, ce qui va favoriser les adhérences. Et c'est pour cela, bien sûr, qu'il faudra faire des mobilisations passives pour éviter justement les adhérences et le risque de raideur des doigts lors des lésions des tendons fléchisseurs ou extenseurs. La sensibilité de la main, bien sûr, elle va avoir sur certains territoires sensitifs, celui du nerf radial, du nerf ulnaire et du nerf médian. Donc ce schéma illustre les différents territoires de sensibilité dorsale et palmaire qu'il faudra rechercher lorsqu'il y a une suspicion de lésion nerveuse. Alors, bien sûr, devant toute plaie en regard d'un trajet tendineux, vasculaire ou nerveux, nécessite l'exploration chirurgicale systématique. Les lésions de la main sont des lésions qui sont fréquentes et qui représentent les tiers de la consultation en urgence. Elles se voient essentiellement chez l'adulte jeune masculin, donc vu les accidents, surtout le cas d'accident de la voie publique, mais aussi des plaies par agents contondants, voire des agressions. Bien sûr, lors de l'interrogatoire, nous allons rechercher le côté dominant et bien sûr les différents facteurs de risque qui vont favoriser soit le risque infectieux, bien sûr déterminer le diabétique, le tabagisme et bien sûr le stress. Ce sont des personnes, les personnes stressées, ce sont des personnes qui vont donner un coup de poing dans une vitre et qui vont avoir des lésions très importantes sur le plan tendineux mais aussi vasculo-nerveux. Parmi les étiologies les plus fréquentes, ce sont les accidents de travail, les traumatismes qui donnent des traumatismes complexes, surtout les menuisiers, les mécaniciens, les travailleurs sur machine. Mais aussi on peut avoir des accidents domestiques, notamment les plaies, donc par coup de couteau, et bien sûr la fête la plus où on recense plus de lésions tendineuses, c'est la fête El Kbir. C'est surtout par des instruments tranchants. Faut pas oublier les accidents de la voie publique qui donnent des lésions surtout par compression et des contusions importantes par des écrasements et qui donnent des lésions assez importantes. La main après la vitre, c'est surtout chez les personnes qui sont stressées, qui s'énervent facilement, et ne pas oublier les tentatives d'autolyse. Le plus souvent, ce sont des lésions assez superficielles, mais il faut faire attention. On peut se confronter à des lésions
tendineuses, voire nerveuses associées. Sur le plan physiopathologique, donc les lésions nerveuses ou les lésions, pardon, les plaies de la main, on peut avoir des lésions ostéo-articulaires, des lésions vasculaires, tendineuses et nerveuses. Ce sont des lésions qui vont donner, pour les lésions ostéo-articulaires notamment, des raideurs articulaires. Pour les lésions vasculaires, on peut avoir donc des ischémies, voire des amputations. Et des lésions tendineuses, voire nerveuses, on va avoir donc des anesthésies, des raideurs articulaires qui vont aboutir à une main non fonctionnelle. Et donc, pour éviter tout cela, il faut passer par la case départ et bien sûr traiter toute lésion ostéo-articulaire, vasculaire, nerveuse et tendineuse. Bien sûr, connaître l'anatomie et pouvoir réparer réparer ces lésions de façon adéquate. Alors, nous allons rechercher par l'interrogatoire, surtout quand il s'agit des plaies tendineuses, et comme type de description, donc j'ai parlé ici donc des plaies de la zone 2, une plaie palmaire de la zone 2, avec bien sûr très probablement une lésion tendineuse voire nerveuse. Nous allons à l'interrogatoire rechercher l'âge, le côté dominant, la profession, voir les antécédents traumatiques de la main blessée, rechercher la zone causale, toujours se méfier des plaies par bris de verre parce qu'elles donnent des lésions très importantes. On a une petite plaie punctiforme, voire une plaie de 1 cm, mais les dégâts en dessous sont assez importants. Il faut rechercher s'il n'y a pas de terrain de diabète, immunodépression, l'état de vaccination antitétanique du patient et bien sûr la profession et le contexte socio-économique. Le siège, voire donc bien sûr dorsal ou palmaire, rechercher la nature, est-ce que c'est une plaie qui est à berge nette ou des plaies contuses, à berge dévitalisée avec des décollements cutanés, voire même des pertes de substances cutanées exposant les éléments nobles, et rechercher bien sûr et voir aussi le degré de souillure. Alors, l'examen clinique donc de la plaie zone 2, on a à l'esprit la teinte des deux tendons, le superficiel et le profond, donc les tendons fléchisseurs profonds et superficiels. Il faudra bien sûr penser aussi à la teinte nerveuse, donc je dois rechercher la sensibilité du côté ulnaire et du côté radial du doigt, ainsi que le temps de recoloration. La recherche du tendon fléchisseur profond, c'est lui qui permet la flexion de P3 sur P2, et donc pour rechercher donc la teinte de ce tendon, je dois bloquer l'interphalangienne proximale pour éliminer l'action du tendon fléchisseur superficiel. Pour le tendon fléchisseur commun superficiel, donc je fléchis l'articulation interphalangienne proximale tout en éliminant l'action des autres tendons communs, et donc je bloque le deuxième, donc les autres doigts pour éliminer l'action du commun. Voilà donc l'aspect d'une plaie qui est nette, une plaie qui est contuse et des pertes de substances cutanées. L'examen va évaluer comparativement la vitalité des segments atteints, la coloration et la chaleur du doigt en aval, le pouls capillaire bien sûr, et sans oublier l'examen nerveux en recherchant la sensibilité et la motricité. Alors, la plaie au niveau de la paume de la main va rechercher bien sûr les territoires sensitifs interdigitaux et va rechercher l'anesthésie des deux versants de commissure, radiale et ulnaire. On recherche aussi des lésions associées, s'il n'y a pas de plaie articulaire, s'il n'y a pas de déformation osseuse, avec une fracture associée, voire des luxations métacarpo-phalangiennes. La radiographie, elle va permettre d'éliminer une fracture associée, voire de corps étranger, quand on suspecte une atteinte osseuse. Mais retenez que l'examen, il est essentiellement clinique.
Alors, parmi les formes cliniques, nous allons voir donc la lésion de l'appareil extenseur. Et vous voyez ici, nous avons une plaie zone 1, donnant un doigt emmaillé pour l'index. En bas et à droite, nous avons une plaie zone 5, on regarde l'articulation métacarpo-phalangienne. Et au niveau du pouce, nous avons une plaie zone 1, on regarde l'articulation interphalangienne. Donc la plaie zone 1, elle donne l'aspect emmaillé parce qu'il y a une atteinte de la bandelette terminale qui s'insère sur la base de la troisième phalange. La plaie zone 2, elle donne l'aspect d'un doigt en col de cygne parce qu'il y a une atteinte des bandelettes latérales. Et la plaie zone 3, elle va donner l'aspect en boutonnière par atteinte de la bandelette médiane. Alors, parmi les autres formes cliniques, donc nous avons vu l'atteinte des tendons extenseurs. Parmi les autres formes cliniques, nous avons l'amputation. Donc, on peut avoir des amputations unidigitales, voire multidigitales. Et l'amputation la plus importante, c'est celle du pouce. Bien sûr, donc il faudra tout faire pour replanter le pouce pour avoir une main fonctionnelle. La forme de l'enfant, c'est surtout les doigts de portière avec un arrachement du lit inguéal, un décollement inguéal qu'il faudra repositionner et suturer. Les plaies par morsure, ce sont des plaies mécaniques et à grandes caractéristiques d'infection. Et donc le risque essentiellement infectieux dans ce sens. Il faudra noter le siège et penser aux gaines digitales ou digito-carpiennes et le risque de propagation de l'infection jusqu'au niveau du poignet. Et les plaies par injection qui donnent des lésions très importantes. On peut avoir une injection d'un produit agressif soit par accidentellement, soit par une aiguille ou une seringue, et on va avoir des lésions tissulaires sous-cutanées qui sont très importantes, qui peuvent aller vers l'amputation. Alors, le traitement de ces lésions, le but c'est de traiter tout en un temps permettre une mobilisation précoce, donc avoir une mobilité et une indolence. Les principes, donc c'est une urgence prise en charge, essentiellement diagnostique mais aussi thérapeutique. La multidisciplinarité, notamment l'intervention des kinésithérapeutes et des infectiologues, voire donc quand il y a des lésions associées, et bien sûr il faut éviter la iatrogénie. Le traitement médical, c'est l'antibiothérapie préventive ou curative, la sérothérapie antitétanique, voire antirabique en cas de morsure, la prescription des antalgiques, des ANS, quand il y a des lésions, quand il y a des douleurs importantes. Alors, le traitement, donc il faut commencer par un parage de la plaie, donc c'est la transformation d'une plaie souillée en une plaie propre, la stabilisation osseuse, la réparation tendineuse, revascularisation, réparation nerveuse et couverture cutanée. Donc ça, c'est les différentes étapes qu'il faudra traiter, surtout donc une par une et par ordre, notamment stabiliser l'os en premier et après réparer les tendons et les vaisseaux et les nerfs. La réparation osseuse, notamment par une stabilisation par un montage stable, il peut être soit des broches, soit un fixateur externe, soit des vis, soit des plaques. Ça va permettre une stabilisation osseuse et une mobilisation précoce. La suture tendineuse, donc ce sont des sutures qui doivent obéir à certaines règles, notamment la suture doit être atraumatique, doit respecter la vascularisation des tendons, on doit respecter et reconstruire les poulies lésées, notamment A2 et A4, par un fil qui doit être suffisamment solide pour permettre la rééducation précoce. Les points de suture les plus utilisés, ce sont les points en cadre.
donc renforcé par un hémisurgé. Le fil, c'est un fil non résorbable 3,0 voire 4,0, et les sutures par un hémisurgé donc débergent par du fil 6,0, c'est du prolène non résorbable. Et bien sûr, l'immobilisation, elle doit être réalisée dans un but antalgique, mais aussi permettre la cicatrisation tendineuse par une attelle plâtrée. Et bien sûr, tout dépendra du tendon atteint. C'est la couverture donc pour éviter le lâchage des sutures, et bien sûr tout en permettant une mobilisation passive par le médecin lui-même pour éviter justement les adhérences lors de la cicatrisation extrinsèque du tendon. Les sutures vasculaires, ce sont des sutures microchirurgicales quand il y a bien sûr le risque d'ischémie. Elle doit être faite sous microscope. Quand il y a donc des pertes de substances, il faut s'aider par des greffes veineuses. Les sutures nerveuses, ce sont des sutures épipérinaurales qui peuvent être directes quand il y a des lésions fraîches. Sinon, il faut s'aider par des greffes nerveuses quand il y a des pertes de substances nerveuses. Alors la peau, donc soit on va pouvoir fermer sans tension, sinon donc s'aider par des lambeaux en cas de perte de substance, et bien sûr on peut aussi laisser à la cicatrisation dirigée quand il s'agit donc de zones pouvant cicatriser sans retentissement sur l'articulation ou quand il n'y a pas de lésion d'organes nobles, notamment les lésions osseuses ou voire vasculo-nerveuses. Les pansements, ils doivent être faits dans les règles de l'art, ils ne doivent pas être compressifs et bien faits. Le traitement des formes cliniques, notamment pour les morsures, il faut faire un parage large, éviter la fermeture si elle existe. Donc ce sont des sutures, vraiment des fermetures qui sont par des points qui sont lâches, avec une surveillance rapprochée, avec une antibiothérapie à large spectre. Alors pour les enfants, donc c'est surtout les décollements inguéales, donc il faut réparer le lit inguéal. Pour les lésions tendineuses, c'est la même chose que pour les adultes. Pour en cas d'injection, il faut faire un débridement large, donc des incisions larges, des décompressions, parce que ça risque d'évoluer vers un syndrome de Loge, et donc il faut ouvrir les loges musculaires, enlever tout ce qui est nécrosé. Et bien sûr, l'amputation, il faut tout faire pour pouvoir replanter le doigt, voire la main, de façon micro-chirurgicale. Quand il y a impossibilité de replantation, donc on cède au raccourcissement et couverture. La rééducation, c'est une rééducation passive, en flexion quand il s'agit de lésions tendineuses des fléchisseurs, qui doit être assistée par le kinésithérapeute ou le chirurgien lui-même. Donc l'extension doit être limitée par une attelle dorsale. Et bien sûr l'inverse pour l'atteinte des tendons extenseurs. La rééducation, donc, elle doit être fonctionnelle, motrice et bien sûr sensitive. Après cicatrisation tendineuse, bien sûr, on passe à la rééducation active et bien sûr étroitement surveillée pour éviter des mouvements forcés et le risque de lâchage de sutures tendineuses. Les complications, donc les complications précoces, ça reste la nécrose, ça reste le lâchage des sutures, l'infection, les déplacements, bien sûr, quand il s'agit d'atteintes osseuses associées, et tardivement, c'est la complication la plus redoutable, c'est la raideur articulaire. Bien sûr, l'insensibilité quand il y a une lésion nerveuse, l'adhérence, donc ça doit être minutieusement surveillé par le chirurgien. Donc en conclusion, les plaies de la main, c'est toute plaie sur un trajet tendineux, nerveux, artériel ou articulaire doit être explorée jusqu'à l'affirmation de l'absence de toute lésion sous-jacente. La réparation de tous les tissus légers, le tout en un temps suivi d'une mobilisation précoce. Et bien sûr, la prévention
surtout les accidents de travail, qui doit constituer encore le meilleur